chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver pour cette édition de l'information. Nous passons à présent au sommaire. Côte d'Ivoire, des négociations en vue de l'application d'un nouveau programme économique et financier ont été menées par une mission du Fonds monétaire international dans le pays. Au Congo, des associations sensibilisent sur l'autisme devant la méconnaissance de cette maladie. Enfin, monde, le taux de mortalité en Méditerranée en ce début d'année est de 441 décès. Nous reviendrons sur cette information dans notre édition. Mais tout d'abord, une mission du Fonds monétaire international FMI a séjourné en Côte d'Ivoire dans le mois de mars. Le but était de mener des négociations en vue d'un nouveau programme économique et financier. C'était en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, de son collègue du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. La rencontre des ministres du G24 constitue une des activités majeures des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, D.C. Adama Coulibaly est accompagné du ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et de plusieurs collaborateurs. Quelques poignées de main chaleureuses et échanges de civilité avec de hautes personnalités de la finance mondiale, notamment Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, et David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Le ministre de l'Économie et des Finances dirige les travaux. Depuis octobre 2022, la Côte d'Ivoire assure la présidence du groupe des ministres chargés des finances et des gouverneurs de banques centrales des pays dits G24. Des travaux à huis clos qui seront suivis d'une conférence de presse pour en évoquer les points saillants. Et concernant le Fonds monétaire international, les pays du G24 ont demandé à avoir une quote-part beaucoup plus élevée, tout simplement parce que du point de vue du poids économique, ils représentent de plus en plus, parce qu'il y a des pays émergents, il y a des économies également en développement. Le continent africain aujourd'hui compte 1,4 milliard d'habitants, avec actuellement, au stade actuel des choses, 24 milliards de dollars de quote-part. Alors qu'il y a des pays qui ont moins de 100 millions d'habitants, qui ont pratiquement 30 milliards de quote-part. Donc il faut simplement regarder là où se trouvent les besoins. Les pays africains demandent une place au conseil d'administration. Pour l'instant, il y en a deux. Concernant la Banque mondiale, nous estimons qu'il faut absolument que la Banque mondiale puisse accompagner les pays dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et on a mis l'accent sur l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie à un prix abordable. Pour nous, c'est important. Au-delà de ces deux points, nous avons évoqué également la nécessité de développer le capital humain, de développer l'économie numérique et de travailler à la viabilité de la dette extérieure. Plusieurs rencontres sont prévues à l'agenda de travail de la délégation ivoirienne. Le ministre Adama Coulibaly a déjà eu une série d'entretiens en vue de nouer des partenariats. À noter également une réunion avec le département du Trésor américain représenté par le sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Éric Meyer, et Anne Maurice, sous-secrétaire adjoint aux affaires mondiales. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI donnent lieu à des séances d'information et bien d'autres sessions consacrées à l'économie mondiale. C'est avec grande joie que les habitants de Sogbeni, dans le département de Mankono, ont assisté à la pose de la première pierre d'un centre de santé. Rappelons que ce don est issu d'une victoire des jeunes de la localité lors d'un concours de divertissement. Plus d'informations dans ce reportage. C'est sur cette parcelle de 2 hectares du village de Sogbeni, sous-préfecture de Kounaéri, département de Mankono, région du Béret, que seront construits un nouveau dispensaire et une nouvelle maternité. Cet espace, un don de la famille Yahiri Zro, représenté à cette cérémonie de pose de la première pierre par André Yahiri. Une manière pour la famille de participer au développement du village. Quand le problème est arrivé, vraiment j'ai appelé toute la famille. Il y a 2 familles, Zro et Moron. Je les ai appelés pour dire que voici une nouvelle qui est venue dans le village. Nous allons construire l'hôpital. Nous avons pris une décision tout le monde et nous avons montré le lieu au village. C'est ce lieu qui est ici. Ces 2 hectares de terrain
ont été octroyés symboliquement à travers des civilités et la signature d'une attestation de cession aux autorités villageoises. Ce que moi je vois, quand je l'ai trouvé, puis il m'a passé cette parcelle, je le salue beaucoup. Tout le monde était d'accord. On avait réuni là-dessus, personne n'a refusé. Et je le salue d'abord, la première chose. La construction du nouveau dispensaire et de la nouvelle maternité à Sogbeni, un don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, au groupe Nouvelle Vision de Horoba, vainqueur de l'édition 2022 de la grande émission de la RTI Variétoscope. L'histoire retiendra que le premier dispensaire et la première maternité de Sogbeni ont vu le jour grâce aux filles et aux fils du village vainqueur des Variétoscope 2022 de la radio-télévision ivoirienne. La RTI, qui était représentée à cette cérémonie de pose de la première pierre et de la visite du site par Kamara Oumar Norgil, coordonnateur général de l'émission. Il était accompagné du député suppléant de Kounaïri, Khalil Koulibaly. Stigmatisés, les autistes en République démocratique du Congo font face à de nombreux préjugés. Pour certains, cette maladie est mystique et pour d'autres, ces personnes atteintes de cette maladie sont des esprits impurs dans des corps humains. C'est en cela que des associations décident de sensibiliser la population sur cette maladie et les amener à les voir autrement. Suivons ce reportage pour plus d'informations. Laskin Chalvi est installée à Brazzaville avec sa petite fille autiste. Lucie a 7 ans. Cette boule d'énergie vit avec ce trouble neurodéveloppemental depuis sa naissance. Ses parents l'ont découvert seulement lorsqu'elle avait 4 ans. Pour mieux cerner son comportement, ces derniers ont dû consulter un neuropsychiatre. Au début, c'était difficile pour moi parce que c'était la première fois que j'apprenne qu'il y avait des anomalies comme ça qu'on pouvait appeler autistes et tout. Donc j'ai essayé de faire des recherches. J'en ai parlé d'abord à son père. C'était un peu difficile, surtout avec lui, qui se disait que non, ça va aller, l'enfant va parler et tout. Désormais, Laskin Chalvi est mieux informée sur cet handicap et a, grâce au conseil des médecins, mis en place un programme spécial pour Lucia. L'objectif étant de l'emmener à communiquer et mieux coordonner ses mouvements. Et les premiers résultats sont satisfaisants. Je suis beaucoup patiente avec elle. Même quand je l'amène au parc, je prévois toujours des trucs pour qu'elle donne à manger aux animaux parce qu'elle adore des animaux. Donc des mangues, des biscuits pour des singes. Quand on arrive là-bas, elle nourrit les singes. Là, vous l'entendez parler. Bébé singe, tiens, bon appétit bébé singe. Papa singe méchant. Là, elle sort des mots. Pour attirer l'attention sur cette maladie, les parents d'enfants autistes organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation à l'école de la Case Dominique. Aujourd'hui encore au Congo, l'autisme est considéré comme une maladie mystique. L'objectif, c'est de toucher le Congolais à la base, pour lui dire que l'enfant autiste est un enfant comme tout autre. Un enfant qu'on doit accueillir, qui a ses droits et qu'on doit chercher à comprendre pour mieux l'accompagner. Inaugurée en 1999, cette école accueille 300 enfants atteints d'autisme et de trisomie. Au Congo, il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre d'enfants autistes. En raison d'une grave sécheresse en Afrique du Nord, les agriculteurs tunisiens doivent s'attendre à une récolte catastrophiquement faible, mettant en péril la sécurité alimentaire dans ce pays dont l'économie est bas de l'aile. Suivons cet élément pour plus de détails. Le constat est amer pour cet agriculteur tunisien. Son champ de blé est loin de donner le résultat attendu. Le sol est sec et poussiéreux. Sur les 600 hectares qu'il a plantés, il n'a pu en récolter que 70, alors que l'année dernière, il avait réussi à produire 1000 tonnes de céréales. La sécheresse qui sévit dans le pays depuis 4 ans plombe la culture des céréales. Il n'y a pas eu de pluie de toute l'année à cause de la sécheresse. Nous continuons à labourer. C'est une sécheresse à 100%. Le blé n'a pas germé et ceux qui ont germé n'ont pas eu assez d'eau pour pousser. On dit ici que la pluie de mars est de l'or pur. Il n'y a pas eu de pluie en mars ni en avril. La région n'a reçu que 10 cm de pluie depuis décembre, poussant les agriculteurs à labourer les cultures fétries ou à récolter les tiges pour nourrir les animaux. Nous sommes inquiets pour l'année prochaine. Nous ne savons pas où trouver les semences.
Nous ne savons pas ce qui va se passer. La production de cette année est nulle. Nous n'allons rien produire, ni foin, ni blé, ni légumineuses. Il n'y aura rien. La Tunisie a besoin de 3 millions de tonnes de blé et d'orge par an. Face à la sécheresse, des experts militent pour de nouvelles pratiques agricoles. Avec le changement climatique, il faut absolument repenser l'agriculture. Ce n'est plus logique de fournir 80% des ressources en eau pour 8% des terres agricoles utiles et laisser l'agriculture pluviale sans eau parce qu'avec la sécheresse, il n'y aura plus d'eau pour faire l'agriculture pluviale. Le syndicat des agriculteurs et des pêcheurs prévoit une chute de la production de 2 tiers par rapport à l'année dernière et demande l'annonce de l'état d'urgence en matière de sécheresse et d'eau. Le Kenya est le premier pays africain à forer des puits géothermiques. Le sol du pays contient de l'énergie propre en quantité considérable et le pays a déjà commencé à exploiter de vastes réserves de vapeur dans le but de produire de l'eau dans la vallée du Rift. Les détails dans ce reportage. Au Kenya, dans la vallée du Rift, la vapeur géothermique est captée pour produire de l'eau potable et faire face aux graves pénuries aggravées par la sécheresse. Ici, l'activité volcanique et tectonique a commencé il y a environ 30 millions d'années et la région est toujours géologiquement active avec des volcans, des sources chaudes et des geysers. Aujourd'hui, les communautés locales exploitent cette ressource. Lorsque nous avons créé notre école primaire, nous avons eu beaucoup de problèmes avec l'eau et c'est pourquoi nous avons choisi cet endroit pour notre école secondaire. La vapeur d'eau est disponible toute l'année. Nous la complétons également avec de l'eau de pluie, mais l'eau de pluie arrive pendant la saison des pluies et s'épuise au bout d'un certain temps, alors que la vapeur d'eau qui coule tout au long de l'année est également potable. Une centrale électrique de la région fournit de l'eau courante, mais les habitants affirment qu'elle n'est pas traitée et qu'elle les expose à des maladies d'origine hydrique. Les rivières d'eau douce sont rares et certains lacs, comme le lac Naivasha, sont pollués par les fermes voisines. La zone est tellement contaminée, nous avons des serres autour de cette zone et cette eau s'écoule vers le lac. Lorsque nous récupérons l'eau de ce lac, elle est trop contaminée pour que nous puissions l'utiliser à des fins domestiques. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de se contenter de cette eau. Nous utilisons cette eau parce que nous n'avons pas de rivière ni de lac propre. Nous dépendons donc de cette eau, bien que ce soit de l'eau propre. Il y en a très peu et ce n'est pas suffisant, mais nous n'avons pas d'autres sources d'eau. Cela fait longtemps qu'il n'a pas plu. Sans les réservoirs géothermiques, la population serait obligée de parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau. Les tuyaux sont reliés à d'immenses réservoirs inclinés au-dessus du sol où la vapeur se condense en eau. Ces rivières disparaissent dans des fossés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de rivière, mais l'eau vient de la région de Mau et s'écoule dans ces fractures. C'est donc une ressource renouvelable tant qu'il pleut dans la région de Mau et que l'eau coule. Le gouvernement du Kenya a alloué des terres communales où les villageois récoltent la vapeur. Ils creusent à 5 pieds sous terre où les geysers semblent pouvoir produire de l'eau et piègent la vapeur qui se condense en eau. Suite à une panne, exactement 700 migrants à bord d'un bateau ont été bloqués en mer ce mercredi 12 avril 2023. Ces centaines de migrants ont heureusement été secourus par les gardes-côtes italiens. Plus d'infos dans ce téléman. Un bateau avec des migrants à son bord a été remorqué dans le port sicilien de Catane mercredi par les gardes-côtes italiens. Les quelques 700 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe étaient bloquées en mer depuis lundi en raison d'une panne de carburant. L'Agence des Nations Unies pour les migrations a rapporté mercredi que les 3 premiers mois de 2023 ont été le premier trimestre le plus meurtrier en 6 ans pour les migrants traversant la Méditerranée. Nous le disions dans les titres, le taux de mortalité en Méditerranée depuis le début de l'année 2023 est de 441 décès. Au vu de cette haute croissance, l'Organisation internationale pour les migrants décrète l'état d'urgence. Le tout dans ce reportage. 441 décès en Méditerranée depuis le début de l'année.
C'est avec ce nouveau record macabre que l'Organisation internationale pour les migrations tire la sonnette d'alarme sur la situation des migrants qui tentent de gagner l'Europe par la mer dans des bateaux de fortune. Ce chiffre serait le plus élevé depuis 2017 et serait largement sous-estimé. L'OIM rappelle que la traversée de la Méditerranée est la plus dangereuse au monde. Depuis 2014, près de 20 000 personnes y auraient perdu la vie. L'organisation exhorte donc les autorités européennes à multiplier les efforts de recherche et de sauvetage et de mieux collaborer avec les ONG sur place. Des recommandations basées sur de nombreux appels de détresse laissés sans réponse et faisant des dizaines de victimes. L'OIM évoque notamment des épaves invisibles connues uniquement grâce aux appels des migrants aux ONG. Ce mardi, l'Italie a décrété l'état d'urgence en raison d'un afflux élevé. Plus de 31 000 migrants sont arrivés dans le pays depuis le début de l'année. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22, chers téléspectateurs de Miracle TV+, je vous exhorte donc à la prière, priez sans cesse et rassurez-vous, tout ce que vous demanderez à Dieu avec foi, il vous le donnera. C'est ici que prend fin cette édition. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée à la caméra. Ulrich Lago, Lamine Traoré, à la réalisation Georges Tano. Je vous souhaite de passer une bonne suite de programmes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.